Les États-Unis abandonnent l'Ukraine après avoir poussé les bases otaniennes vers la Russie et incité les intentions belliqueuses de Zelensky. Washington ferme les vannes financières pour Kiev, un abandon qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine. Le point tout de suite. L'Ukraine va-t-elle faire les frais de la course à la présidentielle américaine? C'est en tout cas ce qui peut sembler après les revirements successifs depuis les États-Unis. Dans ce cadre, le Congrès a validé samedi le report du budget afin d'éviter le blocage institutionnel, le shutdown. La question se posera donc à nouveau dans 45 jours d'ici là. L'aide à l'Ukraine, dont la dernière enveloppe devait s'élever à 24 milliards de dollars, est en suspens. Sans surprise, Joe Biden a pris la parole pour rappeler les républicains à la raison, expliquant que l'aide à Kiev ne pouvait être suspendue. Il faut dire que les États-Unis ont déjà déboursé plus de 113 milliards dans ce conflit et que la population est désormais majoritaire à refuser d'aider l'Ukraine davantage. Cet épisode américain vient donc appuyer la conclusion du récent voyage de Zelensky à New York au sommet de l'ONU. Son discours à la tribune avait été reçu avec beaucoup de tiédeur sur la scène internationale et les tentatives possibles de pression sur le camp Biden n'y avaient visiblement pas fait grand-chose. Zelensky accuse donc les revers de ses prétendus alliés indéfectibles américains qui n'ont eu de cesse d'œuvrer pour la guerre lors de cette dernière décennie, depuis la dite révolution de Maïdan. C'est d'ailleurs ce que nous expliquait le spécialiste des relations internationales Pierre de Gaulle dans le Samedi politique. Ce coup d'État qui a été orchestré par l'OTAN et par les Américains pour mettre en place un gouvernement, un petit peu extrémiste. Vous avez ce conseiller Arestovitch qui était le principal conseiller de Zelensky en 2019, qui a été interviewé en mars. Et à qui on a demandé qu'est-ce qui est le mieux pour votre pays, mais la guerre. Il faut la guerre avec la Russie. Et il était persuadé que cette guerre ne durerait que quelques semaines grâce à l'apport de l'OTAN, à l'apport des armes et aux mensonges diplomatiques et politiques qui ont été faits à l'époque par les Américains de faire croire que le régime russe allait s'effondrer et que donc la victoire serait évidente. Alors évidemment, on a fait miroiter des belles promesses à l'Ukraine qu'ils allaient pouvoir avoir un rôle considérable en faisant partie de l'OTAN et de l'Europe. Tout ça était un mensonge. Un mensonge très lourd de conséquences pour l'Ukraine qui aborde un nouvel hiver en guerre pour le plus grand malheur de ses soldats, de plus en plus nombreux à périr au combat. Dans ce cadre, la très consensuelle agence France Presse a publié une vidéo de témoignages de jeunes femmes devenues veuves de guerre. У меня была какая-то надежда, что это не он, что могли ошибиться, потому что мне сказали, что у него ранение в лицо пришлось смертельное, и я думала, что, может, там снесло лицо и непонятно, что это он. Но так как он был весь в татуировках, его побратимы не могли ни с кем спутать. И в тот день в Запорожском морге, когда я увидела его фотографию в том кабинете, мне показалось, что я умерла вместе с ним. Мне кажется, что я сойду с ума от того, что буду в мирном городе ходить по той же улице, где люди там ходят, смеются, у них все хорошо. Они обсуждают вечеринку, которая будет завтра. А я йду на кладбище. Не знаю, можливо, я ще це не пережила якось, бо я досі не вірю. І тоді, я не знаю, я досі впевнена, що він зараз прийде, напише мені там, відповість на мої повідомлення. C'est donc bien la population ukrainienne qui paie le prix fort de cette guerre qui aurait pu être évitée sans le concert des États-Unis qui tournent déjà les talons alors que le charnier est encore fumant. La Slovaquie surprend Bruxelles. Le populiste de gauche Robert Fico, connu pour son opposition aux mesures Covid et ses critiques acerbes contre l'OTAN et le soutien à l'Ukraine, a remporté les élections législatives slovaques ce week-end. L'analyse de nos correspondants en Europe centrale. C'était annoncé, cela a eu lieu. Toutes les rédactions de presse de sensibilité libérale et atlantiste sont en berne depuis ce dimanche et l'annonce de la victoire électorale de Robert Fico en Slovaquie. L'ancien et vraisemblablement maintenant futur Premier ministre slovaque, chef du parti social-démocrate Smer, mais aux tendances populistes très marquées, a remporté assez largement les élections législatives slovaques anticipées et devrait être en capacité de disposer des partenaires nécessaires parmi les 7 partis représentés au Parlement slovaque pour constituer un gouvernement. Ses concurrents libéraux de Slovaquie progressiste et de Olano sont largement derrière, tandis que Hlas,
dirigé par l'ancien Premier ministre Peter Pellegrini, l'ancien bras droit de Robert Fico, fait une entrée en force avec presque 15% des voix et devrait être l'un des partenaires de la nouvelle coalition gouvernementale slovaque. Parmi les partis nationalistes, c'est également le grand chamboulement. Le SNS fait son retour au Parlement et a de bonnes chances d'entrer au gouvernement, tandis que Smerodina s'écroule. Disparaît également du Parlement le parti quasi fascisant de Marian Kotleba, tandis que le nouveau parti nationaliste Republika échoue de très peu d'entrer au Parlement. Quant au parti chrétien-conservateur KDH, il retourne au Parlement après plusieurs scrutins en déclin. Enfin, le parti de la minorité ethnique hongroise échoue de nouveau à franchir la barre des 5%, malgré une progression. Tout ceci devrait donc permettre à Robert Fico de constituer une majorité, avec donc l'autre parti social-démocrate de Peter Pellegrini et le SNS de tendance nationaliste. Et pourtant, Robert Fico revient de loin. Lorsqu'il avait été contraint de quitter le pouvoir en 2018, sur fond de scandale de corruption, et suite à l'assassinat d'un journaliste et de sa compagne enquêtant sur ses affaires, il apparaissait assez peu probable que Robert Fico pourrait un jour effectuer un retour triomphant dans la vie publique slovaque. Toutefois, Fico est parvenu au fil des ans à reconstituer sa crédibilité. Tout d'abord en étant un opposant dur aux mesures Covid, la Slovaquie ayant été le pays d'Europe centrale aux mesures Covid les plus radicales. Robert Fico avait d'ailleurs affirmé en 2021 qu'il refuserait de se faire administrer le vaccin Covid. Puis, avec la guerre en Ukraine et les conséquences économiques qui lui sont attribuées, Robert Fico s'est posé en opposant très dur au soutien à l'Ukraine et aux sanctions contre la Fédération de Russie, au point que les médias occidentaux parlent désormais du Smer comme étant un parti pro-Kremlin. Robert Fico, il faut pas s'arrêter à son étiquette de socialiste, de social-démocrate. C'est en réalité un populiste souverainiste qui est opposé à l'immigration, qui est opposé au réseau progressiste qui avait à son époque dénoncé George Soros. D'ailleurs, en 2018, il était tombé, il avait été poussé à démission, notamment par des séries de manifestations organisées par entre autres les réseaux de type Soros. Donc on est sur quelqu'un qui en fait est beaucoup plus proche d'Orban, indépendamment de son étiquette politique. Le résultat du scrutin slovaque a donc été beaucoup commenté dans les rédactions occidentales et est observé avec une inquiétude apparente à Bruxelles. De son côté, Robert Fico a réaffirmé l'importance qu'il accorde dans la coopération du groupe de Visegrad, ce groupe informel d'Europe centrale constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie et donc de la Slovaquie. Le retour aux affaires de Fico pourrait donc, dans une certaine mesure, réactiver une coopération partielle du groupe de Visegrad qui s'était franchement affaibli avec le Covid et la guerre en Ukraine. Si quelqu'un se réjouit particulièrement du retour de Robert Fico au pouvoir, c'est son voisin hongrois, Viktor Orban, puisque ça veut dire la fin de l'isolation sur le plan européen dans sa position par rapport à l'Ukraine. Robert Fico est d'ailleurs encore plus radical sur cette question que Viktor Orban. Non seulement il est lui aussi opposé aux livraisons d'armes à l'Ukraine, mais il est aussi beaucoup plus critique que Viktor Orban sur l'OTAN en particulier et le rôle des États-Unis dans la situation actuelle de l'Europe. Avec l'approche des européennes, donc en juin 2024, le fait d'avoir même si c'est un petit pays, mais c'est une voix comme une autre au niveau de l'Union européenne, le fait d'avoir un nouvel allié pour Viktor Orban, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est quelque chose qui peut amener à débloquer peut-être la situation au fur et à mesure que on le constate, le soutien à l'Ukraine faiblit, s'use, s'estompe, et donc le fait qu'il y ait des voix qui disent il est temps de finir et qu'il n'y ait plus que Orban, mais qu'il y ait maintenant Robert Fico aussi, ça peut être comme un catalyseur pour ce changement d'attitude au niveau européen. Bien évidemment, seul le temps et la pratique montreront ce qu'il en sera réellement, car comme souvent c'est une chose que de dire et de promettre lorsque l'on est dans l'opposition, et c'est une autre chose que d'avoir la volonté et les moyens de faire lorsque l'on est aux affaires. Aussi, il est assez improbable d'imaginer que le retour au pouvoir de Robert Fico conduise à une révolution complète, qui amènerait par exemple à ce que la Slovaquie pose son veto sur les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. On peut en revanche imaginer que Bratislava s'efforce de tenir ses engagements sur le fait de ne plus livrer de matériel militaire à Kiev, ou sur des crispations au sujet de l'importation de produits agricoles venant d'Ukraine. Affaire à suivre donc. La Turquie n'attend plus rien de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dimanche devant le Parlement dans un contexte interne particulièrement explosif. Retour sur un dimanche mouvementé avec Olivier Frère-Jacques. Une nouvelle session parlementaire pour le moins agitée. Dimanche matin à 9h, la Turquie a été frappée par un attentat terroriste. Un véhicule s'est arrêté devant le ministère de l'Intérieur à Ankara.
laissant descendre un passager qui a tiré plusieurs coups de feu avant de se faire exploser. Le conducteur a ensuite tenté d'avancer mais a été éliminé. L'attaque a été revendiquée par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle n'aura finalement fait que 2 blessés légers parmi les policiers en faction. L'explosion a cependant fait du bruit à plusieurs kilomètres aux alentours et a donc pu être entendue dans le Parlement voisin à seulement 200 mètres. Une attaque qui coïncidait avec la séance inaugurale du Parlement turc à laquelle le président Recep Tayyip Erdogan était attendu pour prononcer un discours. Celui-ci envisage un nouveau changement constitutionnel avec un nouveau texte et a condamné les actes terroristes qui avaient eu cours quelques heures plus tôt. Le chef de l'État a ensuite tensé l'Union européenne à laquelle il faisait les yeux doux il y a encore quelques années. Il a affirmé « La Turquie n'attend plus rien de l'UE qui nous a fait patienter à sa porte depuis 60 ans ». Dénonçant Bruxelles qui n'aurait tenu aucune promesse quand Ankara aurait tenu toutes les siennes. Et de ponctuer son propos par, je cite, « S'ils ont l'intention de mettre fin au processus d'adhésion qui n'existe que sur le papier, c'est leur décision ». Des propos qui s'inscrivent dans une stratégie d'Erdogan de distanciation avec l'Europe sans rupture avec l'Occident. Le président turc avait ainsi affirmé mi-septembre, avant de s'envoler pour New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, que Bruxelles cherchait à s'éloigner de son pays. Une tendance qui apparaît comme inéluctable aujourd'hui. Ainsi, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné Ankara fin septembre pour avoir condamné un enseignant turc d'une 50aine d'années pour terrorisme sur la seule base de son utilisation d'une application cryptée, application qui est celle qu'utilisent les membres du FETÖ, le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être à la manœuvre dans le putsch manqué de 2016 qui avait fait 250 morts. Si la CEDH n'a pas directement à voir avec l'Union européenne, ce jugement rappelle un point de rupture avec l'UE, à savoir le coup d'État raté de 2016 qui a été suivi d'arrestations massives et de purges sans précédent dans l'armée et l'administration. En se raidissant face à une menace intérieure qui a pu recevoir de l'aide de l'extérieur, la Turquie s'est éloignée d'une hypothétique adhésion, alliée des États-Unis capable de dialoguer avec la Russie et engagée dans une politique d'influence régionale. Recep Tayyip Erdogan trace sa propre voie et pourrait sortir renforcé de l'attaque terroriste de dimanche. Le risque pour Ankara réside plus dans la situation économique du pays, éprouvée par une inflation galopante et meurtrie par le tremblement de terre de février 2023 qui a mis au jour des affaires de corruption et montré la fragilité économique d'une partie du pays. Et revenons à présent en France. Debout la France, justement, a fait sa rentrée samedi au programme des débats et des invités divers. L'occasion de préparer le lancement pour la campagne des Européennes pour 2024. Le point de Renaud de Bourleuf. Rentrée politique pour Nicolas Dupont-Aignan. Samedi à hier, dans l'Essonne, se sont déroulées les universités de rentrée de Debout la France. Une table ronde a été organisée sur le thème « Faut-il quitter l'Union européenne pour sauver la France ?» Étaient réunis l'essayiste Éric Verhaeghe, le politologue Pierre-Yves Rougeron, l'éditorialiste Guillaume Bigot, le vice-président LR Julien Aubert et l'économiste Philippe Murer. L'Union européenne telle qu'elle est conçue porte en elle les forces de sa propre disparition, de sa propre implosion. Et donc je crois que la question n'est pas « faut-il quitter l'Union européenne ?» C'est « quels bénéfices tirerons-nous et comment préparons-nous notre sortie de l'Union européenne pour en sortir grandi et non affaibli ?» Et je crois que notre sujet de fond, c'est celui-là. Le Frexit, pour utiliser un gros mot, n'est pas un sujet parce qu'il est déjà programmé dans l'histoire. La question, c'est comment nous le préparons pour redevenir le grand pays que nous aimons, que nous avons aimé, que nous avons été et que nous pourrions redevenir. Quelles sont les conditions que nous devons réunir aujourd'hui pour redevenir un grand pays sans l'Union européenne? Nous avons eu tellement peur de briser un rêve qui n'en a jamais été un et qui en réalité est mort depuis très longtemps. Regardez la longévité du mot couple franco-allemand qui, je vous le rappelle, n'existe dans aucun journal allemand. Et malheureusement, vous avez encore des gens qui y croient. C'est une drogue dure dont il va falloir, je pense, sevrer une partie de l'élite française, ce qui va être une part non négligeable de ce débat. On peut dire de la même façon de l'Union européenne, c'est une sorte de fantasme de technocrates français qui a mal tourné. En fait, c'est ça l'Union européenne. Alors j'entends maintenant que les différentes composantes de l'Union européenne, et d'abord la composante la plus centrale, la plus massive, l'Allemagne, essayent de transformer ça, encore un vieux fantasme historique, c'est-à-dire
sorte de Saint-Empire romain germanique bis, avec quand même, et c'est pas tout à fait négligeable, un protectorat militaire américain. Donc pour penser quelque chose de l'Union européenne, encore faudrait-il que l'Union européenne soit quelque chose de substantiel. L'Union européenne, c'est une organisation internationale qui essaie de se faire passer pour un État. C'est rien d'autre, c'est pas un État du tout. L'Union européenne, effectivement, c'est une incohérence institutionnelle, c'est une succession de sédimentations qui conduisent à une situation je dirais, de déresponsabilisation généralisée. C'est aujourd'hui un courant politique qui domine, qui est largement, on va dire, libéral, libertaire et vaguement progressiste. Donc il y a une guerre politique à mener. En revanche, je pense que si on changeait les responsables politiques, on pourrait mettre l'Union européenne au service des intérêts de la France. Encore faudrait-il que la France sache quel est son intérêt à elle. D'ailleurs, le continent européen, il était fort dans l'histoire quand tous les pays étaient libres et souverains. Ils étaient en compétition, en coopération, ça dépendait des moments. Et dans le carcan européen, en fait, le continent n'a jamais été aussi faible, quoi. Donc le fantasme d'une Union européenne forte, ça ne fonctionne pas. Plusieurs figures majeures du souverainisme ont ainsi discuté de l'avenir de la France avec le scrutin des européennes de 2024 au cœur des objectifs. Le député de l'Essonne a ainsi présenté un programme en 10 points, parmi lesquels sortir de l'espace Schengen, supprimer la Commission européenne et établir un prix national de l'électricité en sortant du marché européen. Il a également présenté un bilan de la situation actuelle des Français tout en fustigeant nos gouvernants. Le pire, c'est qu'à mesure que la situation s'aggrave, insécurité, pouvoir d'achat, déficit, discrédit diplomatique, immigration, enfin je ne vais pas vous passer tout. Le pouvoir, complètement sourd et aveugle, on l'a encore vu hier soir à l'Assemblée nationale, fait diversion, manipule l'opinion et fonce dans le mur, persuadé qu'il est dans son droit, qu'il est au-dessus de tout. Le pire, c'est qu'alors qu'il y a la preuve aujourd'hui par les chiffres, dans toute leur brutalité, dans toute leur cruauté, tout est là devant nous et rien ne les arrête. Ils continuent à nous emmener vers l'abîme. C'est ça la réalité. Après cette rentrée dense pour Debout la France, reste à savoir quelle sera la photo de départ pour la campagne des Européennes. Pour l'heure, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan ont déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'ils comptaient se lancer unis, une possibilité plutôt accréditée par la présence de Pierre-Yves Rougeron et Philippe Murer, proches du parti Les Patriotes, lors de cette rentrée politique. Et passons à présent à l'actualité en bref. Lina, toujours portée disparue. Plus d'une semaine après que la jeune fille n'a plus donné de signe de vie, le parquet de Saverne s'est dessaisi au profit du parquet de Strasbourg en raison de la complexité de l'affaire. L'enquête ouverte pour disparition inquiétante a basculé vers une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de 7 jours. Pour l'heure, aucun élément connu n'a permis de se remettre sur la piste de Lina, disparue en fin de matinée le 23 septembre dernier, sur le trajet entre son domicile et la gare de Sainte-Blaise-la-Roche. La loterie vaccinale continue. Après avoir poussé les Français à se faire injecter contre le Covid-19 entre 4 et 2 fois par an, Bruno Valtier, un directeur médical de Pfizer, une personne de confiance donc, indique désormais qu'une dose annuelle comme la grippe devrait suffire. Une déclaration qui colle avec le scepticisme grandissant des Français sur ces produits, pour ne pas dire la méfiance, alors même que commence ce lundi la nouvelle campagne de vaccination. Selon Bruno Valtier, Pfizer travaille sur un double vaccin, grippe et Covid-19, de quoi multiplier les mutations virales, lesquelles ont vraisemblablement déjà été attisées par le molnupiravir, un antiviral validé par Olivier Véran. Dans les faits, l'essentiel de la population a d'ores et déjà été confronté au Covid-19 et a acquis une importante immunité naturelle, laquelle devrait être passée rapidement sous silence dans les médias pour tresser les lauriers aux produits dits vaccinaux et écouler les doses restantes. Il fallait donc peut-être compter sur le dernier Nobel de médecine attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman, deux spécialistes de l'ARN messager qui ont permis de développer les fameux produits vaccinaux contre le Covid-19. Les victimes d'effets secondaires apprécieront. Contredire la religion du vaccin peut coûter cher. En plus de la censure, la critique sur la doxa de Big Pharma peut en effet vous conduire face à la justice. 10 personnes sont jugées pour du harcèlement en ligne contre des élus ou des médecins de plateau télé pendant la crise politique liée au Covid-19. Ce groupe aurait été constitué au moment des décisions coercitives pour pousser les Français à accepter l'injection contre le Covid-19. Refusant de s'y soumettre, les 10 membres se seraient virtuellement rencontrés sur les réseaux sociaux et auraient décidé de dire leur colère aux décideurs publics, notamment en évoquant le code de Nuremberg.
Ils affirmaient également la nécessité du consentement éclairé lors de tels gestes médicaux. La gendarmerie aurait donc procédé à des perquisitions à l'automne 2021. Les mises en cause risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Heureusement, les canards, eux, ne se rebellent pas contre la piqûre. Après des années à dévaster les élevages de canards français, les palmipèdes vont désormais tous être vaccinés contre la grippe aviaire. Chaque élevage commercial de plus de 250 animaux devra se soumettre à l'obligation. En tout, 60 millions de canards devront donc recevoir 2 doses d'ici l'été 2024. Reste à savoir s'ils pourront prendre leur café en terrasse. L'État prendra en charge la large majorité des coûts de l'opération à hauteur de 94 millions d'euros, une bonne opération financière dans la mesure où les aides et indemnités pour les éleveurs contraints d'abattre leur cheptel en 2021-2022 s'élevaient à 650 millions d'euros. Gérard Depardieu se défend dans une lettre ouverte. Mis en examen pour viol et agression sexuelle, l'acteur à succès a décidé de prendre la plume pour tordre le cou aux accusations. Il affirme avoir eu des rapports sexuels avec la personne qui l'accuse, mais que la relation était consentie, à plus forte raison qu'elle a été réitérée. Gérard Depardieu déclare que faire du mal à une femme serait comme frapper le ventre de sa mère et considère que si la victime présumée était sous emprise, chacun l'est d'une façon ou d'une autre dans la société. Il avoue n'avoir que sa propre parole pour dégonfler l'accusation et mettre un terme au tribunal médiatique qui a déjà perturbé son calendrier de spectacle, avec l'intervention de militantes féministes qui n'attendent pas les verdicts de procès pour agir. Une course qui aura coûté plus cher que prévu. Samedi midi, à Toulouse, un chauffeur de VTC aurait traîné sa cliente sur une vingtaine de mètres. La jeune femme de 27 ans serait toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé. L'origine de l'affaire, indifférent sur le règlement de la course. Selon le chauffeur, la jeune femme ne pouvait pas payer sa note. Étonnant pour un service en ligne. Il aurait alors décidé de prendre son téléphone en gage. La passagère se serait alors agrippée à la portière quand le conducteur a démarré. 20 mètres plus tard, la jeune femme a dû lâcher, de quoi faire une violente chute sur la tête. Le chauffeur a été interpellé sur les lieux des faits et placé en garde à vue. Le PiS contesté dimanche dans la capitale polonaise. L'opposition a organisé une manifestation contre le parti majoritaire Droit et Justice, le PiS, 2 semaines avant les élections législatives. Selon les organisateurs, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées. Ils y dénoncent des intimidations du pouvoir et le recul de la démocratie. Si des organisateurs saluent ce qu'ils appellent une marche historique, le parti Droit et Justice, au pouvoir depuis 8 ans, conserve une certaine avance dans les sondages. Escalade des tensions au Kosovo. Près de 25 ans après avoir lancé ses bombardements sur Belgrade, l'OTAN renforce sa présence avec 600 militaires britanniques. Selon le porte-parole de l'Alliance, des renforcements d'autres États membres devraient suivre. La situation est de plus en plus tendue, une semaine après la fusillade entre la police kosovare et un commando serbe. Samedi, le Kosovo a exigé que Belgrade retire ses troupes de leurs frontières communes. Non seulement la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, mais le nord du Kosovo est un sujet de friction au vu de l'importante population serbe dans la région. Coup de Trafalgar de l'AUKUS concrétisé. Dimanche, le gouvernement britannique a annoncé avoir conclu avec plusieurs groupes de défense des contrats d'une valeur de 4,6 milliards d'euros. C'est le financement d'une nouvelle phase du projet de sous-marin d'attaque de nouvelle génération SSN AUKUS dans le cadre de l'accord conclu avec l'Australie et les États-Unis, celui qui était passé sous le nez de la France, rappelez-vous. Les premiers exemplaires de ce sous-marin doivent être livrés à la fin de la décennie 2030. L'enjeu, contrecarrer l'influence chinoise dans la zone Indo-Pacifique. Donald Trump devant de nouveaux juges. Ce lundi, l'ancien président des États-Unis était présent lors de l'ouverture de son procès devant la Cour suprême de l'État de New York. Il est accusé d'avoir gonflé frauduleusement les actifs de la Trump Organization pour obtenir, entre autres, des prêts plus avantageux auprès des banques de 2011 à 2021. Après avoir traité de corrompu le procureur et élu démocrate Laetitia James, Donald Trump a annoncé qu'il se battrait pour son nom et sa réputation. S'il ne peut pas y avoir de peine de prison pour cette affaire, l'enjeu est son image alors que l'élection présidentielle de 2024 se rapproche. D'autres procès vont suivre dans les prochains mois en Floride pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la présidence et devant un tribunal fédéral de Washington pour sa contestation des résultats du scrutin présidentiel de 2020. Une somme d'affaires qui finit par prouver l'acharnement judiciaire dénoncé par Donald Trump lui-même. Le banquier Free, bientôt cuit. Le procès de Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie FTX, s'ouvrait ce lundi à New York pour 6 semaines d'audience.
Arrêté en décembre 2022 pour une fraude qui a fait perdre plus de 8 milliards de dollars à près d'1 million de personnes, Sam Bankman-Fried se plaint désormais d'être fauché, emprisonné et une des personnes les plus haïes au monde, alors que ses actions lui paraissaient justes. Dans la foulée de la chute de FTX, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans les startups du secteur de nouvelles technologies, faisait faillite. Le procès de Sam Bankman-Fried devrait tenter de lever les nombreuses zones d'ombre de cette affaire financière tentaculaire. Retrouvez votre journal avec terredefrance.fr. Maroquinerie, textile et parfumerie fabriquées en France. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Thibaut Gibelin, doctorant en sciences politiques, et Ferenc Almasi du média Visegrad Post évoquent l'ouvrage du directeur politique de Viktor Orban, Comprendre la stratégie hongroise. Il y a, pas à faire un cours d'histoire maintenant, mais évidemment les Hongrois des origines viennent de l'Est, donc de l'Oural, d'Asie centrale. C'est des questions qui sont toujours débattues. Évidemment, c'est lointain aujourd'hui, c'est un peuple qui est totalement européanisé, qui a été christianisé. Justement, c'est l'acte fondateur de l'État hongrois, c'est justement la conversion en l'an 1000, et c'est là où l'État chrétien est fondé, le royaume de Hongrie est fondé. Et aujourd'hui, tout s'inscrit dans cette continuité. Mais déjà à l'époque, il y avait ce débat entre est-ce qu'il faut choisir Rome ou Constantinople. Et il y a toujours eu l'idée que la Hongrie était aux marges de l'Occident latin, en fait. C'est pour ça que c'est un royaume apostolique. Et il y a toujours eu cette ouverture sur l'Est qui est une nécessité pour contrer les dominations inévitables ou les tentatives de domination de l'Ouest. Donc la Hongrie a toujours essayé d'être une espèce de pont pour trouver un équilibre géopolitique entre l'Est et l'Ouest. Ce soir, vous pouvez également retrouver un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'activiste Sylvain Baron pour son ouvrage Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Tout de suite, retrouvez la chronique des affranchis. Philippe Béchat dénonce la transition énergétique par la décarbonation. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.